Oui, donc comme vous le disiez, Axel, moi j'ai écrit un papier qui s'appelle Utopier le présent, le rêve historique des utopies, qui peut être un peu curieux, puisqu'effectivement vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire utopier le présent. Et donc c'est un peu le propos de ce que je voulais vous raconter ce soir. Mais avant de commencer, peut-être vous dire un mot sur ce que l'utopie n'est pas, puisque souvent on arrive avec beaucoup d'idées sur ce que c'est l'utopie. Et généralement, on l'associe spontanément à une sorte, vous voyez, de rêverie un peu naïve et inoffensive, ou alors on s'imagine que l'utopie, c'est plutôt un idéal qui est tellement ambitieux qu'il finit par se transformer en monde totalitaire, ou autre possibilité, on s'imagine que l'utopie, c'est une sorte de monde d'après qui n'adviendra jamais. Sauf que toutes ces définitions, en fait, elles doivent davantage à ce qu'on appelle la tradition de l'anti-utopisme, en fait, et qui a essayé justement de nous faire croire, ou en tout cas de nous apprendre que l'utopie, c'était soit inoffensif, soit dangereux. Or, ce n'est, je crois, pas le propos du numéro de notre revue, mais plutôt essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans l'utopie pour penser la critique sociale aujourd'hui et pour penser les transformations du présent. Donc je vous propose de laisser à l'entrée du lieu dit ces définitions, donc vous les oubliez si c'est celles avec lesquelles vous êtes arrivés, et je vous propose de donner la parole aux utopistes, puisque ce sont peut-être eux qui sont davantage capables de définir ce que c'est l'utopie ou de nous en donner une idée. Et je tenais à vous citer du coup un texte que je mentionne dans mon article qui est d'Auguste Blanqui, révolutionnaire du 19e siècle que vous connaissez peut-être, et nous sommes en mars, non pas en mars 2022, mais 1849, le 31 précisément, et Auguste Blanqui qui est accusé au sujet d'une énième conspiration, dont je vous passe les détails puisque c'est pas là l'enjeu ce soir, mais il répond à ses accusateurs qui évidemment lui disent qu'il est un utopiste. Il répond ceci. Donc il n'y a point d'utopiste dans l'acception outrée du mot. Donc, vous voyez cette idée que l'utopie c'est forcément dangereux ou malveillant. Il y a des penseurs qui rêvent une société plus fraternelle et cherchent à découvrir leur terre promise dans les brumes mouvantes de l'horizon. Mais l'insensé qui voudrait s'élancer d'un bond vers le point inconnu se précipiterait dans le vide. Je ne sais pas si cette citation vous parle, mais moi elle me plaît beaucoup pour une raison, puisqu'elle me permet de vous dire peut-être l'idée essentielle que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est que l'utopie elle ne nous parle pas du futur, mais du présent. Et vous voyez que finalement on se trompe, comme les insensés que critique Blanqui, lorsqu'on pense que les utopies elles doivent nous faire, nous faire imaginer l'avenir ou nous faire bondir vers l'avenir. Vous voyez cette idée qu'au fond les utopies elles seraient là pour simplement nous permettre d'imaginer ce qui va nous arriver. Et bien ça, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon article, c'est une manière un peu tronquée de concevoir les utopies. Et au fond, ce qui est en jeu dans une utopie, comme je vous le disais, c'est de parler du présent, d'être vraiment ancré dans ce qui nous arrive. Et finalement, pour nous, il s'agit moins de penser l'utopie comme un paradis à venir. Vous voyez cette idée qu'au fond, il s'agirait de se projeter et puis d'attendre que ça advienne, mais comme un miroir critique. Et vous voyez, il y a quand même une différence entre un paradis à venir, qui nous place un peu dans une posture d'attente face à ce qui va nous arriver, que plutôt un miroir critique où, là, en l'occurrence, l'utopie, elle nous projette sur notre propre présent, elle nous en dévoile les tendances et elle nous invite à le questionner. Et c'est la forme, en fait, qui est initiée par Thomas More au moment où il crée l'utopie, qui est voilà, cette satire du monde dans lequel il vit, depuis le négatif de l'île d'utopie, mais vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui est radicalement ancré dans le présent et on ne peut pas avoir d'utopie sans un moment historique particulier. Et si la fonction alors de l'utopie, ce n'est pas de nous projeter dans l'avenir, à quoi pourrait-elle bien servir? Eh bien, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est plutôt que la fonction des utopies, c'est d'empêcher la répétition du même et de montrer que notre présent, il est toujours travaillé par de l'alternative, du possible, d'inscrire une sorte d'écart en fait dans ce qui nous arrive. Et finalement, on pourrait dire que les utopies, elles contestent toujours ce diagnostic un peu terrifiant qui dit qu'on est condamné à vivre dans le monde dans lequel on vit. Et vous savez, ça a été une formule un peu célèbre à la fin du XXe siècle de nous dire, voilà, le monde est tel qu'il est et il ne pourra jamais être autrement. Et bien précisément, l'utopie, c'est une contestation permanente de ce diagnostic. À chaque fois que quelqu'un vous dit, en fait, ça pourrait être autrement, il y a quelque chose d'utopiste dans cette affirmation. Et pour évidemment contester cette affirmation, il faut puiser dans tous les réservoirs d'imagination et d'indignation qu'on a finalement depuis les lieux dans lesquels on vit, depuis lesquels on expérimente. Et vous voyez que le titre de la rencontre de ce soir, c'était « Trouble dans le présent ». Donc finalement, ça ne pouvait pas être mieux choisi. Et si on voulait donner un petit peu d'épaisseur à cette idée de trouble dans le présent,
peut-être qu'on pourrait se figurer en fait deux moments différents. Donc vous avez d'abord un présent qui est, disons, troublé par des forces qui essayent de nous rendre, disons, obscurs. Vous voyez cette idée qu'au fond, on ne sait jamais connaître le moment dans lequel on vit. Aujourd'hui, on nous apprend qu'on est enfermé dans une sorte de présentisme. Vous voyez cette idée qu'on est soumis tout le temps à un temps qui nous échappe. Donc ça serait un premier mouvement qui viendrait obscurcir le présent, qui viendrait nous le dérober, qui viendrait nous empêcher de s'y tenir et qui finalement nous obligerait à se tenir dans un présent presque sans historicité, sans ouverture, sans perspective. Et aujourd'hui, cette force-là, s'il fallait un peu la nommer, on la doit quand même au régime de production capitaliste qui en fait, sans rentrer dans les détails, a quelque chose contre le temps de l'action. Vous voyez, le rôle et le but du capitalisme, c'est quand même d'abolir le temps de l'action humain et de nous soumettre au temps mécanique, au temps quantitatif qui nous empêche d'agir. Et donc, face à ça, vous auriez finalement un mouvement inverse qui est, nous avons un présent qui est obscur, dans lequel on n'arrive pas à se repérer, qui nous est confisqué, et vous avez une contestation qui vient plutôt des utopistes et qui vient troubler le présent, mais d'une autre manière, pour dire ce qu'on vous donne à vivre n'est pas ce que vous croyez. Tout ça pourrait être autrement, et tout ça pourrait nous permettre finalement d'être plus pleinement, disons, ancrés dans ce présent, et pourrait nous permettre d'agir, et finalement, vous voyez, on remplace un présent sans historicité par un présent historique. Ça veut dire un présent depuis lequel on peut agir, nous, concrètement. Et vous voyez l'intérêt que ça a pour nous, puisque finalement, on passe d'un présent où on ne sait pas quoi faire ni se repérer, à un présent où on est capable d'avoir des outils pour s'y repérer et pour le critiquer. Et donc c'est dans ce sens-là, moi, que j'ai proposé, comme je vous le disais dans ce titre de l'article, de relire en fait toute la tradition utopique à la lumière de cette idée, peut-être un peu audacieux, je ne sais pas, qu'au fond les utopies n'ont qu'un seul. C'est celui, comme je vous le disais, d'utopier le présent. Et utopier le présent, en fait, ça veut dire transformer ce qui a l'apparence du destin en accident. Ça veut dire transformer ce qui semble être de l'ordre du nécessaire en contingence. Ça veut dire transformer ce qui semble être de l'ordre du temps qui passe et qui est immuable en histoire, en possibilité d'intervenir. Et donc, d'une certaine manière, il y a, vous voyez, rien de plus réel que les utopies. On a souvent l'idée que les utopies, elles sont déconnectées du réel et ne nous servent pas à grand-chose, alors que là, elles s'opposent tout le temps au discours des réalistes, vous voyez, qui vous disent les choses sont comme elles sont et elles ne peuvent pas être différentes de ce qu'elles sont. Eh bien, les utopies opposent à ce réalisme-là un autre type de réel, un réel plus épais, un réel élargi, un réel travaillé par toutes sortes d'alternatives. Et donc, ce que je tenais aussi à vous dire, c'est qu'on comprend mieux pourquoi aujourd'hui il y a vraiment un danger pour nos sociétés à se priver d'utopie, puisqu'en fait, quand vous vous privez d'utopie, vous ne vous privez pas de l'avenir, si du coup vous me suivez toujours, vous vous privez en fait des conditions de possibilité de la politique. Vous vous privez des conditions pour intervenir dans le présent, vous vous privez des conditions en fait pour que vous puissiez vous dire « Ah oui, autre chose est possible ». Ça peut paraître très anodin en fait, mais sans ce prérequis-là, eh bien on ne peut rien faire. Vous voyez, si vous partez du postulat que rien n'est possible, vous n'allez jamais faire de politique. Et donc les utopies, vous voyez, elles ne seront jamais des finalités en soi, elles seraient plutôt des moyens pour nous obliger de passer à l'action. Et je voulais absolument vous lire les premières phrases de l'esprit de l'utopie d'Ernst Bloch. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'ouvrir ce livre, mais lorsqu'on l'ouvre, on se confronte à ces premières phrases que je trouve assez vertigineuses, où Ernst Bloch écrit « Je suis, nous sommes, il n'en faut pas davantage, à nous de commencer ». Donc vous voyez, ça peut être très anodin, au fond, on peut se dire, bah oui, c'est bien joli, à nous de commencer, mais comment on fait, mais pourquoi? Mais en fait, avant même de demander quel programme et comment, ce mouvement qui nous met en action, qui nous permet d'initier quelque chose de l'ordre de la transformation, eh bien ça relève de l'utopie. Et vous voyez, si on devait se figurer à quoi ça sert, au fond, l'utopie, et comment ça marche entre l'histoire, la politique, l'utopie, eh bien, vous pourriez imaginer une sorte de valse à 3 temps, vous voyez, où vous avez toujours un présent historique, une réalité qui est la nôtre, qui semble avoir l'apparence du naturel, qui s'est tellement imposé à nous qu'on se dit « Ah bah oui, les choses sont comme ça ». Et puis, face à cette réalité-là, vous avez les utopies qui viennent nier cette sorte de monde immuable qui nous a été donné. Et une fois que les utopies ont nié cette immuabilité, eh bien, c'est le tour de la politique. Et finalement, la mission des utopies, elle n'est peut-être jamais plus accomplie que lorsque, vous voyez, on dit souvent avec une belle expression, lorsqu'on se laisse dépasser par les événements. Vous voyez, les utopies, en fait, c'est à ça qu'elles servent. Elles ouvrent des brèches qu'il faut investir
Et les utopies ont fait leur tâche quand elles se laissent dépasser par les événements. Et pour finir, parce que je crois que je ne vais pas être trop longue non plus, certains parmi vous auraient peut-être quand même envie de m'objecter, soit très bien, les utopies ça sert à se repérer dans le présent, à agir politiquement, à nous donner des perspectives, mais aujourd'hui on n'a plus d'utopie. Aujourd'hui on ne sait plus très bien quoi faire et on a plutôt le sentiment qu'il n'y a que des dystopies. Et comment est-ce qu'on peut faire de la politique depuis des dystopies? Et vous auriez peut-être raison de me dire ça, mais en réalité il faudrait un peu déplacer le problème et montrer que ce qu'on croit être des dystopies, en fait, ce sont plutôt ce qu'il conviendrait d'appeler des utopies de la catastrophe. Et là, je fais signe parce que vous disiez, Pierre-François Mouveau, à la fin de l'entretien, dans cette idée qu'aujourd'hui, s'il y avait un programme d'enquête pour les utopies, il faudrait voir ce que, par exemple, la conscience de la catastrophe, ça fait aux utopies. Eh bien, la conscience de la catastrophe et des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, ça produit des utopies un peu particulières qui sont marquées par effectivement un imaginaire de la fin, effectivement par une situation qui peut paraître dystopique, mais qui, en fait, ne veulent pas dire que l'avenir est joué d'avance, mais au contraire, essayent de conjurer depuis les récits qu'elles fabriquent, eh bien, c'est l'avenir des mondes dystopiques. Et si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à un ouvrage qui est paru aussi à la découverte qui s'appelle Fabuler la fin du monde, le pouvoir critique des fictions d'apocalypse. Vous verrez, c'est un très bel ouvrage qui essaye justement de montrer comment ces utopies de la catastrophe, eh bien, en fabulant la fin du monde, en fait, en nous projetant dans un avenir un peu, disons, un peu désespérant, en fait, elles réouvrent du possible et vous verrez que c'est assez convaincant. Et pour ceux qui n'ont pas envie de lire des sciences sociales, vous pouvez juste lire le dernier livre de Volodine qui s'appelle Les filles de Monroe, qui est pareil, un très beau texte qui se place dans une sorte de post-histoire, mais où des guerrières reviennent en permanence de l'au-delà pour essayer de changer les choses. Et ça vous donnera de la matière, disons, sur ce que j'essayais de vous dire. Et donc, pour un mot de la fin, alors, s'il y a quelque chose qu'il s'agirait de retenir aujourd'hui, c'est de se dire qu'au fond, ce ne sont pas les utopies qui sont anachroniques pour notre époque, ce ne sont pas les utopies qui ne sont plus adaptées au moment dans lequel on vit, mais plutôt les attentes qu'on formule à l'égard des utopies et la manière qu'on a de s'y rapporter. Et donc si vous partez d'ici ce soir en vous disant « Ah très bien, en fait, pour moi, j'ai compris que l'utopie ne fait pas que parler du futur et qu'elle m'oblige à agir et qu'elle me conduit à passer à l'action », eh bien vous aurez peut-être formuler des attentes plus légitimes à l'égard du corpus utopique que d'attendre qu'elle vous livre les secrets du monde à venir. Je vous remercie. Je sais pas. Je ne sais pas. Pierre-François Mouveau ou... Oui, allez-y.